Écrire pour la psychanalyse, qui est donc le titre de cette quatrième séquence et dernière. Nous allons avoir à examiner la question de savoir si c'est la même chose que le pouce à écrire dont Colette Soler nous entretenait un petit peu ce matin. Alors pour nourrir cette question et ce débat, on a fait appel à deux voix qui sont un peu plus différentes et que je vous présente rapidement. D'abord peut-être Martine Ménès qui parlera en premier, qui est AME de l'EPFCL et qui a écrit un certain nombre d'ouvrages. Le dernier en date sur l'indifférence, celui d'avant, les cauchemars, et puis voilà deux autres, la névrose infantile et l'enfant et le savoir, qui sont des... bon, dont elle nous parlera peut-être. Et puis, à ma droite, Éric Porche, qui aujourd'hui est membre fondateur d'une association, l'instance lacanienne, et qui a un long trajet avec la psychanalyse et l'écriture à un double égard, qui est, sur lequel j'espère qu'on aura l'occasion de l'interroger, qui est d'une part le fait qu'il a beaucoup écrit, il a beaucoup publié. Je crois que ça commence avec un livre que je vous recommande d'ailleurs pour les plus jeunes, Vol d'idées, un livre extrêmement intéressant sur la question du plagiat en psychanalyse, qui connaît périodiquement des regains d'actualité tout à fait intéressants et qui part d'une réflexion sur la relation interrompue de Freud avec Fliss, jusqu'à le dernier en date, je crois, mais il y en a certainement un ou deux autres en préparation, qui porte sur la sublimation. Bon, tous les livres sont là, enfin, en tout cas une grande partie. Amour, désir, jouissance, le moment de la sublimation, je crois que c'est le dernier. Non, c'est l'incurable de la vérité. D'accord, le dernier en date, donc l'incurable de la vérité. Mais il y a une autre chose qui justifie largement la présence d'Éric Porche aujourd'hui, c'est que tout son parcours, pendant tout son parcours, il a animé un certain nombre de revues d'une façon extrêmement active. Il y a la revue Littoral, qui est une revue qui a cessé de paraître à la fin des années 80, je ne me trompe pas. Donc il était un promoteur, et puis la revue Essaim, qui est une revue tout à fait régulière depuis cette date. C'est-à-dire que ça fait quand même un bon nombre de numéros, puisque on en est au numéro 51 en préparation, je crois, qui a ceci de particulier qu'elle n'est pas une revue d'école, mais qu'elle accueille dans ses colonnes, enfin dans ses pages, il n'y a pas de colonnes dans les seins, des pages, des psychanalystes d'horizons variés. Voilà, je passe tout de suite la parole à Martine, j'oubliais au passage une petite modification du titre d'Éric, qui est donc le réel écrit et non pas ce qui est annoncé initialement sur le programme. Il nous dira pourquoi.
C'est une citation de Flaubert. Tu nous diras. Tiens, comme ça. Bon. Alors, j'ai intitulé ce petit témoignage, parce que c'est un témoignage, je l'ai intitulé L'autre vie. J'aurais dû l'intituler Passer de l'autre vie à une autre vie. C'est un peu le même écart qu'entre écrire de la psychanalyse et écrire pour la psychanalyse. C'était le titre de notre journée. J'ai commencé par écrire mon premier livre à l'âge de 7 ans environ. Évidemment, ce n'était pas encore de la psychanalyse, mais ça aurait pu être pour. Si le destin de cet écrit avait suivi le carnet intime de la fillette, dont je ne sais pas le nom parce qu'on n'a pas dit son nom, un carnet qui est tombé dans les mains de Freud et dont il a fait un livre qui s'appelle Le journal psychanalytique d'une petite fille et qui est publié chez De Noël. En effet, mon livre à moi, là, à 7 ans, c'était un roman familial. Pas très typique, cependant, si typique il y a. Mon titre est une sorte de rappel de cette fonction que l'écriture a eu d'abord pour moi, vivre une autre vie. Ça rappelle un peu ce que Colette a dit ce matin. Mon analyse a eu cet effet, ni demandé, ni attendu, de m'éloigner du privé personnel et de me risquer à être lu. Ainsi, mon deuxième livre, alors quelques dizaines d'années plus tard, est une suite du premier, qui est perdu bien sûr. Suite qui s'avère logique, puisque c'est une sorte de parcours de la névrose infantile, au cours de laquelle on croise le roman familial. Entre-temps, j'ai rencontré Lacan, très peu en présentiel, comme on dit maintenant, depuis le Covid, juste de loin, lors de quelques séances du séminaire Encore. Donc, surtout par la lecture, avec les séminaires qui étaient publiés à l'époque, trouvés amicalement posés sur mon lit un jour de Noël. Lacan est son écriture musicale, poétique, imagée, qui a forcé mon attention naturellement, c'est-à-dire symptomatiquement flottante. Quand Freud dit attention flottante, ça tombe très bien pour moi. Et qui m'a aidé à quitter l'autre vie, qui menaçait de n'être pas très folichonne, pour une vie autre qui s'avance. D'abord, pourquoi écrire de la psychanalyse ? Parce qu'écrire pour passe par écrire de, et pas de la poésie ou des polars. Peut-être parce que la psychanalyse, dans ses déploiements théoriques comme dans ses développements cliniques, condense les deux. Le rythme des mots, les trouvailles des métaphores, l'élégance des images, tout cela est de la poésie. Et pour l'intrigue, qui se révèle petit à petit, le suspens du fantasme vaut bien celui d'un scénario à rebondissement. Donc en écrivant de la psychanalyse, j'écris de la poésie et des enquêtes. Écrire pour suppose un autre tour qui est lié à l'expérience analytique intime, personnelle. Le narratif change de ton, de son, d'adresse. Lacan se disait poème, pas poète. Il était ce qu'il écrivait. J'ai parfois beaucoup de mal à lire ce poème, à en entendre les subtilités, les échos. Je crois que j'ai commencé à écrire pour tenter de m'expliciter la théorie, pour l'apprivoiser, pour m'instruire, c'est entre guillemets, pour m'instruire, comme le dit Lacan. L'enseignement n'est pas la transmission d'un savoir, mais d'un désir. Et j'ai écrit d'emblée avec la perspective de pouvoir être lu par n'importe qui s'approche de la psychanalyse, lentement, curieusement, sérieusement, comme dans un voyage. Je pars de l'idée que la psychanalyse, ça apprend, ça ne s'apprend pas. J'ai été dans la situation d'être appelée à écrire dans des revues, disons, cliniques, et à parler en tant que psychanalyste à l'université, dans les rares écoles, surtout de plus en plus de cliniciens, qui orientent encore leur enseignement en tenant compte de l'inconscient, et maintenant le collège clinique psychanalytique de Paris. Avec la question que posait Lacan en 1979 à Vincennes, comment faire pour enseigner ce qui ne s'enseigne pas, pour transmettre ce que la psychanalyse nous enseigne. Mon souci est de participer du lieu où je suis à l'extension de la psychanalyse, car extension et intention sont liées. En 1978, Lacan déclare que la psychanalyse est intransmissible. Je cite, « C'est bien ennuyeux que chaque analyste soit forcé de réinventer la psychanalyse. » Je prendrai la question à l'envers.
à l'envers. C'est une chance que chaque analyste soit obligé de réinventer. Et c'est le désir de l'analyste qui l'y mène. C'est ainsi que j'entends le conseil de Lacan. Ne m'imitez pas, faites comme moi. Inventez donc. La seule transmission qui serait possible est celle du désir. Or, le désir, lui, ne s'enseigne encore moins, ne s'enseigne pas. Se transmet-il? Le style porte le désir et non le sens, expression d'un ailleurs que les dits ne disent pas. Je cite encore Lacan, c'est dans la psychanalyse et son enseignement, la seule formation que nous puissions prétendre transmettre à ceux qui nous suivent, elle s'appelle un style. Alors je frôle toujours un risque, celui de faire passer la musicalité des mots qui ne parlent qu'à moi, c'est-à-dire d'être, ça rejoint ce que disait Colette ce matin, d'être écrivain et pas psychanalyste, avant l'interprétation des textes et surtout l'application clinique de ceux-ci. D'où le risque d'interpréter tellement personnellement les travaux de Lacan et de quelques autres que je suis, du verbe suivre, que je risque d'introduire de l'erreur dans ce que je crois être de la simplicité. Ou bien d'être entraîné dans le versant plus littéraire, et c'est ce qui s'est passé avec mon livre sur les cauchemars. Et alors, comme l'écrit Lacan, je cite, le poète, comme il n'est pas assez poème, peut écrire, ça c'est de moi quand il n'est pas assez poème, entre parenthèses, peut écrire sans savoir ce qu'il dit. Alors pour conclure, j'écris pour partager une expérience qui est pourtant intransmissible. Reste le désir et peut-être le style. Là, je croyais en avoir terminé de cette petite intervention. Et soudain me vient ce signifiant lacanien, poubelliser. La question s'impose. Pourquoi l'écrit pour la psychanalyse est destiné à être publié et à tomber dans la poubelle? Chute finale dont il ne reste que les traces ineffaçables du passage, les mêmes et différentes pour chacun, chacune. Et alors, mon enquête analytico-policière me mène à un article écrit par Éric Porges, ça tombait bien, et publié dans la revue Essai en 2014. Instance de la lettre et poubellication selon Lacan. Alors Éric, vous y travaillez et interrogez l'harmonie et l'écart entre écrit et publication, et vous explorez la position de Lacan quant à ses écrits. Si vous le voulez bien, j'aimerais bien qu'on revienne à ce point-là. Les écrits, la lettre, sont des lettres que l'on adresse à l'autre. Ils ont le même destin que la lettre qui arrive toujours à destination. Une fois son message transmis, elle est déchirée, froissée, ou bien gardée, bien rangée dans une boîte dont on oublie l'existence. Mais elle a été lue. Je vous remercie. Éric. Tiens. C'est une erreur. Sans transition. Sans transition. Comme tu l'as dit, mon titre, c'est Le réel écrit et non pas écrire le réel. Le réel écrit étant une citation que j'ai extraite d'une lettre de Flaubert à Louise Collet, et où il parle de Madame Bovary. Vous verrez pourquoi dans la suite. Alors il se trouve que pour préparer mon intervention d'aujourd'hui, j'ai écrit 7 versions. Enfin, 7, c'est le chiffre. Et j'ai écrit aussi cette version. Celle-ci. Est-ce que je dois la compter? C'est tout le problème. Micro. Oui. Bon, le temps est limité, je ne vais pas développer. Mais bon. Alors, je me suis demandé, donc, pourquoi autant écrire de versions sur le thème « Pourquoi l'écrire ? Pourquoi écrire ?» Et serait-ce, par exemple, que, comme la rose, écrire n'a pas de pourquoi. Et puis j'ai rêvé que, en résumé, pris d'un besoin urgent, je pissais sur une table. Et
ce fut pour moi, là, une réponse, un élément de réponse, en tout cas à ma question. Écrire comme pisser de la copie. Soit quelque chose qui se rattache à une pulsion, représentant partiellement le sexuel. D'où la question suivante, qui, je sais, ne fera pas plaisir à Colette Solaire, mais qui continue le débat. S'inscrit-elle dans une forme de sublimation, dont Lacan, je vous rappelle, dit qu'elle révèle la nature propre de la pulsion, ce qui est assez paradoxal, mais c'est ce qu'il dit. Celle-ci étant donc sans refoulement, sinon sans inhibition, je dirais. C'est, je crois, dans la mesure où cette pulsion est associée à la publication et s'inscrit dans la logique comptable et le lien social du discours analytique. Écrire pour la psychanalyse, donc c'est là où j'en suis arrivé de ce que je pensais, écrire pour la psychanalyse participe au nouage topologique de l'extension et de l'intention de la psychanalyse, tu y as fait allusion, nouage donc de la tension entre l'in et l'ex. La pulsion, dit encore Lacan, c'est l'écho dans le corps du fait qu'il y ait un dire. Pourquoi, dira-t-on? Je pense que c'est parce que le corps est troué. Et pourquoi écho? Pour ça. Et quel dire? Celui des analysants, en même temps que celui des fondateurs de la psychanalyse, Freud d'abord, avec son invention de l'inconscient, Lacan ensuite, avec son invention de l'objet A. Ayant été, pour ma part, par deux fois mordu par eux, par les textes et par l'analyse, je n'ai plus cessé, non pas seulement de m'en nourrir, et là, je pense à l'expression de manger le livre, qui donc se trouve dans l'Apocalypse, et qui est, je cite Lacan, manger le livre représente la métonymie la plus extrême de notre être et de notre non-être, de ce qui court sous la chaîne signifiante, constitutive du désir, et la sublimation en est l'approche. Donc non pas seulement pour manger le livre, en ce sens-là, que pour retrouver la trace de cette morsure en tentant de répondre aux nombreuses énigmes que leur dire véhicule. Par exemple, pour moi, actuellement, la dernière en date étant « Pourquoi Lacan nous dit-il que nous ne comptons que jusqu'à 6 ?» Si quelqu'un a une réponse ici, ce serait vraiment bienvenu. Or, l'énigme a à voir avec l'écriture. Elle est, dit Lacan, encore énonciation portée à la puissance de l'écriture. Pourquoi? Il dit ça dans le symptôme. Pourquoi? Me semble-t-il, la principale raison est que la psychanalyse, si elle doit prendre de la graine de l'art, reste, comme dit Lacan aussi, à côté à la science. Et que la science se fonde sur des formules de lettres, des rapports de lettres, des équations, etc. Et Lacan s'appuie sur le fait que la psychanalyse n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas eu deux choses. Le sujet du cogito cartésien, pour inaugurer la science dite moderne, et, un petit peu avant, la géométrie projective qui inscrit le regard dans la perspective, si je peux dire, scientifique. Sujet d'un côté, objet de l'autre, objet-regard.
Deux termes donc qui structurent le discours analytique, entre autres. Précisons ici que si le sujet sur lequel opère la psychanalyse, comme le dit Lacan, est le sujet de la science, il reste que c'est dans une antinomie avec celui-ci, car il est divisé, il n'est pas saturé comme dans le sujet de la science. J'y reviendrai un peu plus tard. Il faut auparavant répondre à la question: que vient faire l'écriture dans une pratique, la psychanalyse, qui est une pratique de parole? Justement, la psychanalyse démontre qu'il n'y a pas opposition entre les deux. Colette Soler l'a bien expliqué dans un article de 2008, avec son commentaire du terme « par-l'être » qui noue la parole à la jouissance. Dans la même veine, je voudrais apporter d'autres arguments. C'est l'écrit qui permet de comprendre pourquoi, quand on parle, on en dit plus que ce qu'on dit, ne serait-ce que du fait de la différence entre l'énoncé et l'énonciation, mais aussi du fait de certaines formations de l'inconscient à la base de rébus, par exemple. Rébus dont on dit, en français, que ce sont des images parlantes, donc des paroles écrites en images, en lettres. Et d'ailleurs, en allemand, on dit Bilderschrift, soit écriture d'image. Plus fondamentalement, encore, je dirais, le lieu de la parole, le lieu aussi de la parole à l'écrit se justifie avec la notion de coupure. Et j'étais très heureux ce matin d'entendre Nicole Garcia parler et dire que pour faire un film, il y avait deux sortes d'écrits, celui du scénario, bien entendu, et celui du montage qui faisait écriture. Et le montage, c'est une coupure. Donc il y a plusieurs termes équivalents à ce terme de coupure. Coupure. Il y en a de plusieurs sortes de coupures. D'abord, la coupure dans le langage de la négativité des phonèmes dont chacun ne se définit que d'être ce que les autres ne sont pas, et ainsi de créer du sens. L'opposition des lettres, par exemple P et B, permet d'opposer billet, piller. Et c'est par la lettre qu'on va distinguer les homophones, comme tout à l'heure, 7 et 7. S'il n'y avait pas ces coupures, en quelque sorte, le langage parlé deviendrait une sorte de galimatia, ou comme une langue totalement étrangère dont on n'arrive pas même à saisir les signifiants. Cette coupure permet précisément la production de tous les jeux de mots à la base des formations de l'inconscient. Et les coupures entre signifiants, phonèmes, peuvent être des phonèmes, des mots, des phrases, représentent précisément la place discrète, discontinue du sujet, place vide, car celui-ci n'est pas représentable comme tel, mais il est représenté par un signifiant, pour un autre signifiant, pas pour un autre sujet. Je dirais que la lettre localise dans l'après-coup le signifiant comme nœud au croisement de plusieurs autres signifiants, précisément. Plusieurs autres signifiants, donc qui se coupent aussi par la négativité propre au signifiant. Donc, la lettre localise dans l'après-coup le signifiant qui aura représenté le sujet pour un autre signifiant. Cette localisation du vide du sujet détermine son être comme le dit Lacan aussi par ailleurs, comme ombre du nombre. Le nombre étant représenté par un chiffre, c'est-à-dire une lettre. Alors, cela demande une petite explication.
L'apport de la psychanalyse, on le sait, c'est la reconnaissance de l'inconscient, comme savoir discordant et emmerdant. Dans les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, page 28, Lacan explique très bien que c'est à partir de la discontinuité d'une formation de l'inconscient, quand elle arrive, une bévue, un lapsus, des choses comme ça, dans que le discours, donc discontinuité de formation de l'inconscient, donc dans le discours courant, que l'inconscient se manifeste par surprise dans la parole, et révélant l'irruption d'un sujet de l'énonciation, faisant justement énigme. L'inconscient se manifeste par un trait de vacillation, de rupture, un trait qui fait trait unaire, soit une sorte de d'unité qui ne suppose pas une unité, un totalisant antérieur à la discontinuité de la fente elle-même, laquelle surgit comme béance précisément. Le trait unaire fait surgir cette absence, comme le cri peut faire surgir le silence. La localisation, donc, d'un sujet, par la lettre, en tant que chiffre, là, le chiffre, donc, que j'ai dit, c'est le chiffre 1 unaire, la localisation d'un sujet par la lettre, le chiffre, en tant que chiffre, fait surgir le nombre, soit le 1 du trait couplé au 0 de l'absence. C'est un 1 bifide. Et Lacan joue avec la particule, entre la particule 1 en français et un en allemand, de unbewusst, qui donc donne cette nouvelle définition de l'inconscient, l'unbewusst, pour en retrouver donc la trace chiffreuse. Ainsi, en psychanalyse, l'existence de l'inconscient advient à l'être du nombre et rejoint la science mathématique, dans laquelle laquelle Dedekind, l'ami de Cantor, en 1872, a précisément défini le nombre comme coupure. Le réel du nombre est un réel qui précède le langage et comptabilise le sujet pour le savoir inconscient. D'où ce titre, le réel écrit. Lacan dit encore « il manque l'un pour désigner le sujet ». C'est dans l'objet de la psychanalyse. Il manque l'un pour désigner le sujet. On ne peut pas dire un sujet, il manque l'un pour le désigner. Car il ne préexiste, ce sujet ne préexiste pas à l'unaire de la fente qui surgit. D'où l'écriture S barré, un S barré qui évoque ce couplage du 1 avec le 0. 1 et 0, un bifide, le 1 bifide, le 1 avec le 0. Alors, avancer cela a des conséquences. D'abord, ça met en question l'être d'un sujet au savoir, soit pour ce qui était le concept pour Hegel, par exemple, et amène Lacan à énoncer cette phrase « l'écrit, c'est le savoir supposé sujet ». Donc vous voyez, effectivement, qu'on a pu le dire ce matin, mise en question du sujet supposé savoir. L'écrit comme savoir supposé sujet. Effectivement, cette lettre, chiffre du sujet, ce chiffre bifide, 1, 0. D'autre part, entre ce 1 et 0, eh bien, 0 et 1, comme vous voulez, et seulement entre ces deux chiffres, 0 et 1, eh bien, il y a une infinité de nombres irrationnels qui sont inférieurs à 1.
et qui sont sans commune mesure au 1. C'est ce que donc, Cantor a inventé avec le transfini du continu. Et cela, c'est en lien à l'écrit de ces nombres que se structure, selon Lacan, la notion de répétition, au sens freudien de Wiederholungszwang, une répétition où ce qui se répète, ce n'est pas la même chose, mais une différence de l'identique, ou, si on veut, une identité de la différence. La répétition, donc, qui est une notion fondamentale pour la psychanalyse, à la fois théorique et clinique, c'est l'effort de retrouvailles, passant la parole, d'une jouissance d'un objet soi-disant perdu. Celle-ci, cette jouissance, ne peut être reconnue que par l'effet de la marque qui introduit dans la jouissance la flétrissure, d'où résulte la perte. Puisque ce n'est que la marque de cette jouissance qui est retrouvée. La mesure de cette perte est issue donc de ce couplage entre le 0 et le 1, qui inclut les nombres irrationnels, sans commune mesure au 1, les nombres qui n'ont pas de commune mesure au 1. Et à partir de là, Lacan se rend compte, dit-il, qu'il y a une proportion permettant cette mesure et qui est déjà là dans les chiffres. Je peux dire les signes écrits avec quoi on articule l'idée même de mesure. Proportion. Alors ce chiffre, c'est celui de l'irrationnel, qu'on appelle l'inverse du nombre d'or, 0,618, et etc., et que Lacan identifie carrément à l'objet A, en jeu dans la répétition. Objet A qu'il a qualifié déjà, avant de faire cette identification, qu'il a qualifié d'objet algébrique portant le nombre avec lui. Pour résumer et terminer, l'écrit dans la parole, c'est le chiffre de ce reste, rebut peut-être, de la coupure d'une énonciation faisant énigme, chiffre qui représente un nombre sans commune mesure à l'unité. La mesure de ce nombre, au travers, disons, d'une progression géométrique qui peut permettre, c'est ce qu'ils appellent, enfin, c'est une façon d'approcher la question de la sublimation, dont il y a des exemples. J'avais noté l'exemple de Dante, par exemple. Enfin, non, ça serait trop long. Et à l'inverse, cette progression, une progression inverse, je dirais, avec ce chiffre, c'est-à-dire avec ce chiffre de l'objet A, cet objet irrationnel, progression inverse est celle du masochisme, où la gamma donc devient le rebut. Une conséquence de cela aussi, en vue d'écrire pour la psychanalyse, c'est d'écrire pour une publication. Une publication dont le lieu importe et que pas toutes sortes d'écriture y convient. Car il s'agit de l'enjeu du rapport, d'un rapport au sens mathématique, au sens topologique du terme, entre intention et extension de la psychanalyse. Cela, à mon avis, met en question la publication de récits de cas cliniques. S'il est vrai, pour citer encore Lacan, qu'il est indispensable, dit-il, que l'analyste soit au moins deux, l'analyste pour avoir des effets et l'analyste qui, ces effets, les théorise. Alors, il me semble que cela implique que l'on comptabilise l'écriture du sujet comme sujet barré, sujet entre
barré par cette bifidité même et ce chiffre irrationnel du sujet barré comme celle d'un réel qui écrit et dont la vérité échappe au savoir de l'analyste. Voilà, je vous remercie. Alors, je remarque, Martine, que tu as, avec nos invités de ce matin et de ce début d'après-midi, des points communs, puisque comme Michel Perrault, tu as commencé à écrire à 7 ans, et comme Nicole Garcia, tu te proposes de mener de conjoindre poésie et enquête dans chacune de tes œuvres, si je peux employer ce terme. Nicole Garcia, qui est partie malheureusement, mais parlait beaucoup ce matin de la question de la trahison. L'enquête, et je crois que cette quête de l'enquête qui t'anime dans chacun de tes livres est particulièrement exemplaire, enfin particulièrement nette, je dirais, dans le livre sur les cauchemars. Et comme on se connaît un petit peu, qu'on a eu l'occasion d'en parler, je te demanderais bien qu'est-ce que tu lui reproches à ce livre, puisque chaque fois qu'on en parle, tu le traites assez mal, je trouve, et tu viens encore de le faire tout à l'heure, puisque tu l'as mis, je ne sais pas, du côté de l'autre vie peut-être, voilà. Ça sera ma première question. Quant à toi, Éric, est-ce qu'on va reprendre le débat sublimation ou pas? Ou est-ce que je vais te proposer une lecture après coup de ton propos dans son ensemble? Et tu me diras si c'était peut-être un peu ce que tu visais, voilà. Puisque tu insistes sur cette difficulté que nous avons tous et qui est évidemment une question pour la publication de la relation entre intention et extension, pour reprendre les catégories traditionnelles de Lacan. Et tu as insisté aujourd'hui, comme dans un certain nombre de tes livres, sur la question de la commune mesure, de la proportion, de la moyenne raison, etc. Et toute cette thématique de l'incommensurabilité. Alors, est-ce que tu dirais, dans une première approximation, dont tu m'excuseras, j'espère, que la publication ou l'écriture interviennent là où intention et extension en psychanalyse sont incommensurables? Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Mais effectivement, ça implique que c'est pas n'importe quelle écriture. C'est pas, voilà. Et que cette référence topologique de l'intention-extension détermine un type d'écriture particulier pour la psychanalyse. C'est-à-dire qu'il soit dans quelque chose d'une proportion, justement, entre ce qu'il en est de la parole dans une cure et ce dont l'analyste témoigne
dans un écrit. Qu'il y ait une proportion, voilà, une proportion particulière. Qu'il s'agit justement de chiffrer. Puisque qui dit proportion, c'est une question de mesure, et comme Lacan le dit, il y a déjà de la mesure dans les chiffres eux-mêmes. Donc il s'agit de chiffrer que derrière ça, la question, enfin pour moi aujourd'hui, la question c'est l'importance chez Lacan de la question du nombre, la question du chiffre, qui n'a jamais quitté Lacan depuis ses premiers textes, par exemple le nombre 13. Le nombre 13, hein, le temps logique aussi, qui est en rapport avec une question de comptage, et tout ce qu'il a pu dire précisément, tout particulièrement à partir de l'invention du nœud borroméen, du 3, c'est-à-dire c'est à partir du nœud borroméen qu'on peut compter 1, parce qu'il en faut 3 pour que ça tienne, comme nœud, comme un nœud. Donc le 1 se compte comme un 3 déjà, un 0, et tout ce que ça a entraîné à partir de là chez Lacan, pour moi, qui fait énigme. Comme je dis, si tu veux, que on peut comprendre l'importance du 4, la structure, il y a des tas d'exemples, le 3, on peut dire, oui, c'est déjà Oedipe, tout ça, Lacan s'en prive pas, bon. Mais quand il dit, on compte jusqu'à 4 et peut-être jusqu'à 6, et que 6 est un nombre qui n'est pas au hasard, c'est un nombre qui a des conséquences sociales, pour reprendre le terme qu'on a pu dire cet après-midi ou ce matin, c'est-à-dire sinon sociale collective, c'est-à-dire cette création de ces groupes de travail limités, hein, à 6, pas plus de 6. Hein. Et pourquoi cette limite du 6 ? Voilà, c'est une question que je n'arrive pas, à laquelle je n'arrive pas à répondre, et qui a des conséquences, notamment collectives, avec les cartels. C'est pas rien, puisque c'est un des piliers de l'école qu'il a créée, quoi, avec la passe. Donc c'est une question d'énigmes, et ces énigmes sont des énigmes qui sont liées à un rapport mathématique de Lacan. Il a insisté, par exemple, qu'on traite du nœud borroméen de façon mathématique, alors que beaucoup d'analystes voyaient dans le nœud borroméen des figures qui pouvaient être mythologiques, et que le nœud borroméen lui-même vient des armoiries, des Borromées, qui avait un aspect qui n'était pas seulement mathématique. Martine ? Oui, les cauchemars. Mais sinon, d'abord, j'aime beaucoup les cauchemars. Hein. Déjà, surtout depuis que j'en fais plus. Alors, effectivement, je pense que c'est un livre un peu. Qu'est-ce que je lui reproche ? Je lui reproche, mais j'aime beaucoup ce livre aussi. Hein. Et je lui reproche d'être peut-être plus littéraire, justement, que psychanalytique. C'est-à-dire que j'ai beaucoup raconté, et je pense que ça peut être lu comme si les cauchemars racontaient quelque chose. Alors les cauchemars en soi ne racontent rien. Admettons que 2 personnes puissent faire le même cauchemar, ce qui serait déjà quand même très rare, chacun dirait tout à fait autre chose. J'ai un peu peur que mon livre soit un peu trop... et laisser place un peu à cette tendance-là. Mais bon, celui-là, je ne fais pas une maladie, je le trouve très, très poétique, j'aime beaucoup en fait. Mais il est poétique, oui. Et effectivement, tu n'as pas tout à fait tort, il s'ancre un peu dans notre vie, oui. Bon, merci Martine, à Eric, à vous tous, et puis à nos invités
d'exception que nous avons eues. Et puis à Christelle Nenet-Pavois qui est quand même à la manœuvre pour tout ce salon. À Zineb Bengada aussi, tous ceux qui ont aidé pour la librairie.